Bonjour à tous, le temps des pervers, burn-out, l'épidémie du siècle, c'est l'ouvrage de notre invité, Paul-Antoine Martin, bonjour. Bonjour. Paul-Antoine Martin, vous êtes ingénieur de formation issu de l'école centrale Supélec, vous avez occupé des postes de cadre dirigeant, fréquenté des capitaines d'industrie, des politiques et des hauts fonctionnaires, et donc votre ouvrage s'intitule « Le temps des pervers, burn-out, l'épidémie du siècle ». Vous étiez d'ailleurs déjà venu nous voir pour ce roman, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État. Sur le burn-out, Paul-Antoine Martin, est-ce qu'il existe une définition officielle de ce terme ? Alors, le mot burn-out, c'est un mot générique qui nous vient des États-Unis, qui dit déjà de lui-même que c'est une calcination, en fait, une énorme brûlure intérieure. La définition médicale, le terme technique médical, c'est dépression d'épuisement. Donc, c'est une forme de dépression. Alors, tous les psychiatres ne sont pas d'accord sur le fait que c'est une dépression, mais la majorité le pense. Voilà. Donc, c'est classé comme dépression d'épuisement, parce que le symptôme majeur du burn-out, post-burn-out, c'est l'épuisement. Alors après, il y a des degrés divers, dépression d'épuisement jusqu'à dépression d'épuisement sévère, majeure, voyez. Donc, dans mon cas, moi, ce que j'ai fait, c'est une dépression d'épuisement majeure. Donc, où vous vous réveillez un matin, et je dis bien, vous vous réveillez un matin, c'est une bascule, en fait. La nuit, vous avez passé la nuit, vous n'avez pas souffert, et puis vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus une once d'énergie, vous pouvez à peine lever le doigt. C'est le seul effort que vous pouvez faire. Plus d'effort psychique, plus d'effort physique, plus rien. Vous êtes enfermé dans votre corps et vous ne pouvez plus rien faire. Est-ce qu'on peut parler de maladie ? Alors aujourd'hui, on parle de syndrome. Alors on parle du syndrome d'épuisement professionnel, parce que le burn-out est allié avec le travail. C'est vraiment professionnel, le syndrome d'épuisement professionnel. Beaucoup parlent de maladie, mais ce n'est pas défini comme une maladie encore aujourd'hui. Ça montre bien à quel point le burn-out est mal caractérisé. Et donc, il a c'est aussi une des raisons, on en parlera peut-être, qu'il n'est aujourd'hui pas reconnu comme maladie professionnelle. Et c'est un scandale. Comment vous l'expliquez ça, justement ? Qu'il soit aussi mal identifié, mal reconnu ? Alors, il est mal reconnu pour différentes raisons. La première, on va dire, c'est que c'est psychologique. Imaginez la foudre qui rentre de la maison. Elle rentre par la fenêtre, elle calcine tout à l'intérieur, elle ressort par une autre fenêtre. Les murs sont intacts. À l'intérieur, vous êtes brûlé. Il ne reste plus rien de ce que vous êtes à l'intérieur, mais extérieurement, vous avez l'air très bien. Donc, mais ça fait longtemps qu'on peut observer ce phénomène, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Donc les psychologues n'ont pas eu le temps de faire le travail de définition, d'observation. C'est insuffisamment caractérisé aujourd'hui, ce qui fait que même les médecins, quand ils reçoivent une personne qui est fatiguée, qui a besoin de s'arrêter pendant 15 jours, vous voyez, et à qui ils donnent un arrêt de travail de 15 jours, ils peuvent mettre sur son comme diagnostic burn-out. Or, c'est pas du tout un burn-out. Un burn-out, c'est infiniment plus grave que ça. C'est pas une période de fatigue. Dans le burn-out, c'est un effondrement cognitif, physique, psychique. Vous vous effondrez. Il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus du tout d'énergie. Moi, l'ayant vécu, mais dans ma chair au plus profond, ayant vécu tous les désagréments et continuant de les vivre, parce que je ne sais pas si on en sort, vous voyez, je ne sais pas si on en sort. Ça dure, c'est brutal, c'est une bascule, et on subit les séquelles pendant des années. Moi, ça fait 5 ans, et aujourd'hui, j'ai un manque d'énergie considérable, vous voyez. On fait l'entretien, ça va durer un peu plus de 20 minutes. Je vais en ressortir, je vais être lessivé, j'ai 1/10 de l'énergie que j'avais avant. Donc je peux faire très peu de choses. Je vis
Je vis comme si j'étais un peu dans une cellule monastique, vous voyez. On ne peut plus partir en voyage, on ne peut plus aller au concert, au théâtre, au cinéma. Le bruit est épuisant. Bon. Donc, c'est un effondrement. Et il y a un manque de caractérisation. Et la médecine a du mal effectivement, à mettre une frontière très claire sur qu'est-ce qui est du burn-out et qu'est-ce qui n'en est pas. Voyez. Et donc, ce qui fait que, ça c'est la deuxième raison, les organisations professionnelles patronales vont être vent debout contre une reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, parce que derrière, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui pourraient venir être imputés. Alors justement, ça va être l'objet des prochaines questions, mais les victimes de ce burn-out sont chaque année plus nombreuses et plus gravement atteintes. Oui. Alors comment on peut l'expliquer, ça ? Aujourd'hui, on estime, alors les chiffres du nombre de burn-out en France sont de la même façon extrêmement disparates parce qu'on a du mal à caractériser. Les organismes d'État disent 30 000 par an. Et puis, dans la presse, vous trouvez jusqu'à 2,5 millions de personnes atteintes de burn-out par an en France. Donc, je crois que c'est plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers. Vous parlez de l'homme comme un paramètre à optimiser parmi d'autres, de l'homme devenu obsolète face à la machine, de cette exigence de dépassement, la perte de sens et des valeurs. Voilà, alors pour répondre à votre question, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de burn-out ? On est dans une société qui apporte de moins en moins de sens, voire plus du tout. Plus de sens spirituel, moralement, c'est un effondrement généralisé. Oui, la religion, c'est l'argent pour la consommation maintenant. Oui, c'est ça la croyance. La croyance, c'est ça. Et puis, au niveau du travail, si le travail n'apporte pas de sens, les individus qui, eux, cherchent du sens, les individus qui sont honnêtes, intègres, qui veulent réaliser leurs objectifs, se retrouvent enfermés dans des systèmes économiques pervers, financiarisés, le plus souvent parce que la société finalement promeut des pervers, promeut de plus en plus les pervers parce qu'ils sont les plus adaptés à un monde de plus en plus violent. Voilà. Et effectivement, on en connaît tous, au plus haut niveau. Et donc, vous vous retrouvez soit en relation directe avec ce type de psychologie, soit ce type de psychologie induit une organisation perverse et des méthodes perverses. Et vous vous retrouvez là-dedans. Si vous êtes... Et ma définition du burn-out, moi je dirais, après l'avoir vécu vraiment très intensément, le burn-out s'attaque aux personnes chez qui il y a quelque chose à casser. Le burn-out, ça casse en fait l'individu. Ça cherche à casser l'individu. Vous dites, il y a un siècle, le travail broyait des corps, aujourd'hui il broie des âmes. Il broie des âmes. Et il broie des âmes qui sont intègres, qui cherchent l'honnêteté, qui cherchent à bien faire pour le collectif. Oui, maintenant il faut être un winner. Et quand elles ne trouvent pas ça, et qu'en plus elles subissent du harcèlement, vous voyez, eh ben, elles éclatent, elles s'effondrent. C'est ça le burn-out aujourd'hui dans le travail, et c'est parce que le travail est le plus exposé à cet état de fait que c'est dans le travail que l'on rencontre le burn-out. Vous dites que l'entreprise a tout pour devenir totalitaire. Oui, et on le voit de plus en plus, et je décris dans mon livre parce que je me suis rendu compte que c'est systémique en fait. Le problème aujourd'hui, il est systémique, il a complètement intégré le monde professionnel. Les entreprises aujourd'hui ont tout pour devenir totalitaires. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, déjà, et ça c'est un fait, l'entreprise, le travail, même la fonction publique, est une enclave finalement dans la République. Ce n'est pas un lieu où les droits élémentaires du citoyen sont respectés. La liberté d'expression n'existe pas. Alors, on va me dire, effectivement, on ne peut pas dire n'importe quoi dans une entreprise, bien sûr, mais c'est un fait, la liberté d'expression n'existe pas, la liberté de mouvement non plus n'existe pas. Donc, il y a déjà ce terreau-là. Ensuite, les entreprises développent des communications
qui ne sont plus de l'information, qui sont de la pure propagande. Pure propagande qui vient raconter tout et n'importe quoi et qui, bien sûr, montre les entreprises sous un aspect absolument magnifique, merveilleux, avec une inclusivité parfaite, et chaque salarié y est heureux. D'ailleurs, on a un baby-foot en commun, on a ceci, on a cela, vous voyez. Donc ça, c'est très à la mode. Mais le sens, il est où ? Et le respect des individus, il est où ? Le respect de la dignité de l'individu. C'est ça qui aujourd'hui se perd de plus en plus dans les entreprises, quand la dignité de l'homme n'est plus respectée. Et aujourd'hui, ce que je dis effectivement dans ce livre, c'est que l'homme est devenu inconsommable. Vous ne faites plus l'affaire, vous êtes viré, ou vous êtes même cramé par un burn-out. On va en trouver un autre sur l'étagère on va demander à un type qui a tel CV, tel caractère, etc. Ça s'appelle le libéralisme, non ? C'est un système, effectivement. Donc, on trouve le substitut sur l'étagère du supermarché Pôle emploi ou cabinet de recrutement. On est reparti avec un nouvel individu. Et on cherche des individus qui sont normés. Donc ceux qui vont être un peu différents, ceux qui ne sont pas exactement dans le moule de la... Comment dire, du système, mais qui va être capable d'absorber les mensonges, la manipulation, qui va adhérer à la propagande, etc. Eh bien, si on n'est pas comme ça, on est en risque de burn-out si, à un moment donné, on rencontre le harcèlement. Voilà, parce que là, il y a quelque chose à casser en nous. Voyez ? Et ce que je dis à un moment donné dans mon livre, c'est que a-t-on déjà vu un homme politique de carrière faire un burn-out ? Eh bien non. Pourquoi ? Alors que ces gens-là sont sous les injonctions contradictoires permanentes, ils sont a priori sous un stress permanent, ils sont dans les difficultés de gestion, etc. Je parle bien d'hommes politiques de carrière. Après, il y a des hommes politiques qui vont durer moins parce qu'ils y croient, mais les hommes politiques de carrière, eux, font jamais de burn-out, parce qu'ils sont totalement plastiques. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et on réussit si on n'a pas de colonne vertébrale, justement. Voilà. Ces gens-là ne risquent pas le burn-out. Et en entreprise, si vous êtes capable de compromission, si vous êtes capable de manipulation, de mensonge, de cette souplesse que l'on recherche dans le management en entreprise, ben si vous êtes comme ça, vous risquez rien. Mais si vous n'êtes pas comme ça, vous êtes en risque. Est-ce qu'il y a des professions ou des secteurs qui mènent plus facilement au burn-out que d'autres ? Alors c'est transversal, hein. Ça touche toutes les professions, sauf les hommes politiques bien sûr, et puis on va dire les hauts fonctionnaires. Je connais un peu le sujet. La caste des seigneurs. Je connais un peu le sujet. Ils n'ont pas de burn-out non plus. Mais des professions extrêmement à risque, ce sont les agriculteurs. 25% des agriculteurs sont touchés par le burn-out. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... Un suicide de paysans un jour sur deux. Voilà, ils sont sous l'injonction permanente. Produire plus, avec moins de pesticides, moins de ceci, moins de cela, tout en ayant des rendements de plus en plus importants. Sans prendre de vacances. Sans prendre de vacances. Pour les éleveurs, en tout cas. En touchant quasiment rien, une misère, et en étant... en permanence suivis par des organismes d'État qui sont odieux avec eux. Et en plus pointés du doigt comme étant les criminels de notre époque. Donc eux, ils explosent effectivement. Vous avez beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres sont l'objet du burn-out. Et parmi les cadres, beaucoup de RH. Parce que les RH sont, entre guillemets, entre le marteau et l'enclume, à assumer des politiques extrêmement dures de gestion humaine, impulsées par des dirigeants qui, eux, s'en lavent les mains. Ouais, il faut être un tueur quoi qu'il arrive. Quoi. Il faut être un tueur. Donc, et ils transmettent des consignes de tueurs à des gens qui ne sont pas là pour ça. Et ceux-là sont obligés de les appliquer, sinon, si tu passes, c'est eux qui sont tués. C'est eux qui sont tués. Donc, voilà, une autre profession. Vous avez d'autres professions comme les enseignants, les policiers. Et vous voyez, le livre est à peine sorti que j'ai déjà des témoignages de policiers, d'enseignants qui me disent à quel point ils souffrent dans leur métier et à quel point ils ont déjà vécu des burn-out, alors probablement à des degrés moindres, parce qu'ils peuvent retravailler. Mais il y a des professions qui sont extrêmement tendues et violentées, quoi. Beaucoup de gens sont intimement violentés dans leur travail. Les causes du burn-out, est-ce qu'on peut essayer de les cerner ?
Alors pour moi, c'est une conjonction entre un stress... Alors, le burn-out, c'est un stress intense. C'est un stress tellement puissant en vous qu'à un moment donné, le cerveau qui va gérer, en fait, qui doit gérer ce stress-là, n'y arrive plus et se met en secours, on va dire. Il se débranche. C'est un dédoublement de la personnalité, en fait. Alors, il y a dédoublement, à un moment donné, il y a dissociation au niveau des émotions. Ouais. Il y a vraiment dissociation au niveau des émotions. Moi, je me rappelle... C'est un traumatisme qui débouche sur une dissociation. Je me réveille et je me vois dans cet état, j'ai aucune émotion, et je me vois dans un état de quasi-mort, quoi. Et je me vois en train d'analyser cliniquement dans quel état je suis, vous voyez. Donc, il y avait cette dissociation émotionnelle, parce que vous n'avez plus d'émotion, vous n'avez même plus la force d'avoir une émotion. Vous voyez, vous n'avez même plus cette force-là. Donc, le stress intense fait que le cerveau déconnecte et il implose. Donc, et ce stress, il est lié au management. Il a été pensé, ce management, pour arriver à ça ? Alors, certains, comment dire, effectivement, emploient quasiment des méthodes. C'est pour ça que je dis que c'est systémique. Et j'ai voulu montrer dans ce livre à quel point celui qui m'a causé ça a avancé de façon méthodique, méticuleusement. Vous voyez ? Et quand j'en ai parlé très rapidement à mon avocate, immédiatement, elle a compris. Elle m'a dit, c'est ton DG qui est derrière tout ça, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela, il va faire ça, et à la fin, tu vas vivre ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et elle me disait, mais aujourd'hui, c'est la mode. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est glaçant, c'est absolument glaçant. Pour se débarrasser d'un cadre, effectivement, on fonctionne comme ça. Et de la sorte, on essaie de le pousser à la démission, quitte à le pousser au suicide. Et c'est assumé comme ça. Vous voyez, ça s'appelle le suicide forcé. Vous poussez la personne à l'extrémité, c'est-à-dire que vous la rendez tellement... vous la détruisez tellement par un harcèlement, des injonctions contradictoires. Mais ces méthodes, on les apprend où, en fait ? Eh bien, c'est instinctif. Enfin, faut être un tueur pour l'avoir en soi, ou ça s'apprend. Enfin, je veux dire. Alors, je pense qu'il y a un manuel ou il y a un manager toxique. Il y en a qui sont fascinés par ça. Il y en a qui sont fascinés par ça, et c'est pour ça que j'appelle ça le temps des pervers. Parce que quand on est un pervers, on aime faire du mal, on aime détruire l'autre, et on y va progressivement, méticuleusement. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment décrire ça, la méthode du pervers, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, ou reconnaîtront autour d'eux des individus qui fonctionnent comme ça. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, et les retours que j'ai aujourd'hui m'ont montré que ça fonctionne, parce que j'ai beaucoup de commentaires qui me disent « mais c'est exactement ça que j'ai vécu ». Comment on reconnaît un pervers ? C'est difficile, on le reconnaît souvent quand on est détruit. Après, c'est ça qui est terrible. Alors, on va le reconnaître par des méthodes de mensonge, de manipulation, et par ce sont des gens, en général... Le déni. De déni, ils n'assument rien. Ce sont des gens qui n'assument strictement rien, qui font assumer aux autres leur propre turpitude et leurs fautes, et souvent sont des gens très sociaux, très agréables. Alors vous avez tout un panel de gens qui vont les trouver absolument agréables, et puis eux auront choisi une ou deux cibles, et sur ces une ou deux cibles, ils mettront toute leur perversité. C'est glaçant, c'est absolument glaçant, et notre société promeut ça. Voilà, c'est pour ça que je dis à un moment donné que la vie dans nos entreprises et dans la fonction publique va faire que, année après année, on va rencontrer ce genre de destruction de salariés de plus en plus souvent. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en burn-out ? C'est quoi les symptômes ? Alors, le burn-out, c'est la bascule. Comme je le raconte, moi, la veille, j'étais à peu près bien. Bien. J'avais la pleine possession de mes moyens, on va dire. Bien, c'est autre chose. Je vais le dire pourquoi. Mais il se passe la nuit, et pendant la nuit, il y a eu une explosion, une implosion, et le lendemain, je suis détruit littéralement. Donc, c'est une bascule, le burn-out. Et après, vous vivez avec les séquelles, avec le trauma, parce que vous avez vraiment parlé de trauma. Et je vais y revenir, parce que c'est vraiment fondamental, ça aussi. Mais avant, vous avez vécu une période de stress, parce que ces pervers-là, ou le système pervers, vous a monté en stress.
Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis vous subissez aussi du harcèlement. Vous subissez des attitudes harcélatoires, des attitudes paradoxales. Par exemple, une attitude paradoxale hyper classique, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement agréable avec le sourire et je vous poignarde dans le dos. Voilà, et vous répétez ça des dizaines de fois. Et à un moment donné, vous devenez fou parce que vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous essayez de vous accrocher rationnellement à ce que vous vivez, et c'est incompréhensible parce que c'est paradoxal. Mais le pervers l'a construit comme ça, de sorte à ce que vous n'y puissiez rien comprendre et à ce que vous épuisiez à n'y rien comprendre et à vous effondrer au final. Donc c'est la conjonction d'un stress violent et puis de harcèlement. Et là, c'est vraiment le risque majeur. Donc quand vous voyez venir effectivement la dépression, moi la dépression est venue progressivement, je me suis vu couler petit à petit. Mais j'y croyais pas, parce que non, mais je suis plus fort que ça, je vais y arriver. Vous voyez, on a une idée de ses propres forces bien supérieures à ce qu'elles sont en réel. Et donc c'est ça le vrai piège, et il faut savoir s'arrêter à temps. Il faut savoir aller voir un médecin et lui dire, voilà, je suis dans telle situation, et le médecin comprendra. Dans la majorité du temps, il comprendra, et il faut s'arrêter. Il faut sortir, il faut vraiment s'extraire de l'endroit toxique. Sinon vous tombez. Alors, je parlais de trauma, c'est vraiment fondamental. Et pour que les téléspectateurs comprennent bien le niveau, la puissance du trauma que cause ce genre de situation, immense stress causé par un pervers qui a une attitude harcélatoire, eh bien, aujourd'hui la science sait comparer le niveau de trauma qui en résulte avec ce qu'a pu vivre une victime de crash aérien ou un prisonnier de guerre dans des camps politiques. Vous voyez, on en est là. C'est-à-dire qu'au travail, on peut vivre ça. Ça devient fou. Ça devient complètement fou. Ça veut dire que notre société, elle est malade aujourd'hui, elle accepte ça, elle couvre ça, parce que celui qui m'a fait ça, vous me dites, il est couvert par le système. Il est totalement couvert. C'est un haut fonctionnaire. Par du réseau, par... Un réseau franc-maçonnique, totalement couvert par le système, avec que des ingénieurs du corps des ponts dans le ministère des Transports, qui le couvrent à tous les niveaux, jusqu'au ministre. Et le type, il a une promo. Et aujourd'hui, il est considéré comme manager exemplaire. Vous voyez ? Là, c'est la sublime perversion. C'est-à-dire le pervers considéré comme manager exemplaire par le système, par le label officiel décerné par la FNOR, qui est des valeurs de tout. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui, elle, est là justement pour essayer d'identifier les gens les plus vertueux managérialement. Vous dites que pour endiguer le burn-out, il faudrait avant tout faire de la prévention. Comment on fait de l'entreprise un lieu de santé ? Eh bien, pour faire de l'entreprise un lieu de santé, il y a immensément de travail à faire en France, parce que la France est un des pays les plus touchés par la dégradation du management. C'est un des pires en Europe. Et vous dédiez votre ouvrage aux hommes politiques pour qu'ils prennent le problème à bras-le-corps. Hommes politiques, managers, et puis aussi à tous les salariés, bien sûr, et aussi, c'est très très important, à tous les conjoints de salariés, à tous les amis de salariés, c'est-à-dire à tout le monde, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a fait un burn-out. Mais tous ceux qui ont fait un burn-out m'ont dit, moi, on m'a toujours dit, mais remue-toi, bouge-toi, va courir un peu. Mais non, on ne peut pas. On est écrasé, on est épuisé, on ne peut plus rien faire. Et donc, l'incompréhension, si on est incompris, en plus d'être écrasé, annihilé, effacé de la société, parce que c'est ce qui se passe, vous sombrez et vous finissez suicidé. Et moi, l'immense chance que j'ai eue, c'est d'avoir une femme exceptionnelle, qui a immédiatement compris et qui m'a sauvé. Voilà, donc je dis ça aussi à mon épouse et à tous les conjoints qui peuvent aider leurs conjoints qui subissent un burn-out. Et alors, comment l'entreprise peut changer ? Comment on peut faire changer l'entreprise ? À mon avis, la première mesure, c'est inscrire le burn-out comme maladie professionnelle. Parce que tant que ces pervers ne seront pas touchés au portefeuille
Même si pour le moment, si l'inscription à la maladie professionnelle, au tableau des maladies professionnelles, touchera le portefeuille des entreprises. Il faut pénaliser les pervers. Aujourd'hui, pénaliser un pervers, c'est extrêmement difficile. La justice pénale a beaucoup de mal. Mais il faut déjà que l'entreprise paye systématiquement quand un burn-out a lieu. Voilà. Et ça, c'est la première des mesures. Si on commence à toucher au portefeuille, les entreprises commenceront à faire de la prévention. C'est 15 milliards d'euros à minima le coût du burn-out pour la collectivité. C'est-à-dire que nous tous, nous payons des impôts pour payer des burn-outers et des pervers en entreprise. Les conséquences de ces gens-là. Le temps des pervers à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci, monsieur. Merci à vous.